On appelle son banquier, c'est le moment encore? Oui, on appelle surtout son courtier d'abord. Ah, d'accord. Parce que le courtier va vous donner la possibilité de négocier avec votre banquier. D'abord, il va vous expliquer tous les termes que vous ne comprenez pas éventuellement dans le langage du banquier. Et puis, il va pouvoir comparer entre les différentes offres des banquiers. Et votre courtier va vous permettre de rester d'ailleurs chez votre banquier. Pas nécessairement besoin de changer de banque, ou alors d'aller voir une banque qui fera une proposition beaucoup plus intéressante. Mais alors un courtier, il faut le payer aussi? Oui, le courtier, il faut le payer. Alors il y a deux solutions, soit on le paye en direct, soit c'est dans le prix du prêt, c'est la banque qui le rémunère. Mais ça vaut le coup quand même? Oui, ça vaut le coup, il vous fera faire des économies qui seront supérieures au coût d'appel à un courtier. Et alors comment on choisit son courtier? Comment trouver un bon courtier? Alors, le bon courtier, c'est celui qui a le plus de réseau avec les banques. D'ailleurs, surtout, il ne faut pas prendre un courtier qui ne travaille qu'avec une banque. Si vous prenez un courtier qui travaille qu'avec une banque, il va vous faire signer chez elle, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est demander à votre courtier avec quelle banque il travaille. Et plus il a de banques dans son réseau, meilleures seront les propositions qu'il vous fera. Et alors, je le crois sur parole, il me dit, moi, je travaille avec toutes les banques. Je dis, OK. Vous lui demandez les copies des accords. Les copies des accords? Oui, non, mais ça, c'est vous qui demandez ça, c'est un avocat qui parle. Moi, j'allais voir un courtier, bonjour, vous pouvez me donner les copies des accords? Non, c'est vrai? Vous allez vite le savoir, oui, vous allez vite le savoir. Il peut le faire, il ne sera pas... Vous lui demandez le nom des personnes avec qui il est en relation? Oui. Il ne sera jamais en relation avec une agence bancaire, il sera toujours en relation avec la direction régionale. D'accord, c'est une façon de vérifier. Très bien. C'est une bonne façon de vérifier. Bon. On entendait que voilà, les taux sont historiquement bas, ça fait un moment qu'on entend ça. Oui. Si on a déjà renégocié son prêt il y a 5 ans, est-ce que ça vaut le coup encore de renégocier à nouveau ou pas? Ça dépend du taux d'intérêt que vous avez eu il y a 5 ans. Ça continue de baisser. Mais en fait, c'est l'étude qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut regarder, au regard des taux d'intérêt qui sont aujourd'hui ceux du marché, voir quelle économie vous faites. Et puis, il ne faut pas oublier d'intégrer dans cette étude-là les coûts de renégociation, parce que vous allez avoir des coûts éventuellement de frais de dossier, des frais de garantie. Et puis, vous allez pouvoir aussi, sur des emprunts immobiliers, avoir ce qu'on appelle des indemnités de remboursement anticipées, les fameuses IRA. Et ça peut coûter cher. Et ça peut coûter cher. Donc, ça peut ne pas être forcément intéressant de renégocier. Il faut vérifier ça. Il faut vérifier, oui. D'accord. Est-ce que ces indemnités-là, si on va dire pour une première fois chez son banquier pour un prêt, on peut décider ou négocier pour que ce soit le plus bas possible comme ça? On se dit, si dans 5 ans j'ai envie de changer de banque, ça ne me coûtera pas cher. On peut anticiper ça? C'est essentiel. C'est essentiel d'anticiper ça selon le profil que vous avez. Si vous achetez une maison pour y rester toute votre vie et que vous changerez éventuellement à la retraite, bon, ce n'est pas l'élément le plus important. Il faudra peut-être plutôt négocier sur l'assurance et le coût de l'assurance. En revanche, si vous achetez une maison peut-être pour y faire beaucoup de travaux et puis la revendre avec une plus-value, ou si vous êtes dans un métier où vous allez régulièrement changer de région et que vous dites de toute façon je vais rapidement revendre ma maison, oui, il faut négocier ces IRA et les faire diminuer un maximum avec votre banquier ou via votre courtier. D'accord. Le fameux TAEG, donc le taux annuel effectif global, c'est vraiment celui-ci qu'il faut garder en tête pour toutes les négociations? Oui, il est important parce que le TAEG, c'est le taux vu du côté de l'emprunteur. Ce qu'on appelle le taux nominal, c'est le taux vu du côté de la banque, c'est-à-dire ce que la banque va vous facturer chaque mois lorsqu'il restera du capital à rembourser, alors que le TAEG va inclure un certain nombre de coûts supplémentaires que vous, en tant qu'emprunteur, vous allez payer, c'est-à-dire les frais de dossier, les frais de garantie, tout ce qu'on a vu dans la vidéo, et donc il faut regarder le TAEG. Il y a une ligne aussi dans les offres de prêt qui vous sont faites, c'est coût global du crédit et coût global de l'assurance. Il faut bien les regarder, parce que l'assurance, elle n'est dans le TAEG que si elle est obligatoire. Si l'assurance n'est pas obligatoire, le TAEG n'est pas modifié. Donc il faut bien regarder aussi le coût de l'assurance, parce que ça peut être une source d'économie importante. Donc s'il y a 2 lignes à regarder sur la tonne de papier que nous remet le banquier, c'est le coût global du prêt et le coût global de l'assurance. Exactement, c'est ça. Et on emmène ça avec nous chez le courtier et chez les autres banques pour renégocier? Alors le courtier, il va le faire pour vous, c'est son travail, il va regarder tout ça. Et si vous allez négocier directement avec vos banquiers, oui, vous les emmenez et vous dites
votre concurrent m'a fait cette offre-là, est-ce que vous pouvez vous aligner? D'accord. Il y a eu une actualité par rapport à ce TAEG cet été. Oui. Le TAEG est parfois mal calculé par les banques. Alors c'est vrai que c'est des calculs assez compliqués. Nous, on fait volontairement confiance à notre banquier lorsqu'il nous donne les papiers, on signe et puis voilà, c'est terminé. Eh bien oui, parce que le TAEG, on a dit qu'il incluait un certain nombre de frais supplémentaires que vous allez payer. Et parfois, la banque n'intègre pas ces frais-là pour vous faire croire qu'elle a un TEG plus faible que son concurrent. Et puis parfois, il y a un autre sujet, c'est ce qu'on appelle l'année lombarde. La banque va calculer sur une année de 360 jours, alors que vous savez bien que les années font 365 ou 366. Bon, ça lui fait gagner un petit peu d'intérêt. Et ça devient vite compliqué après. Hein. La Cour de cassation, depuis une vingtaine d'années, sanctionne les banques sur ce sujet-là. Mais les banques continuent parce que la sanction est en fait trop faible. Elle est minime sur les centaines de milliers de prêts qui signent. Bon, même s'il y a beaucoup de contestations devant les tribunaux, ça ne les a pas fait bouger. Et elles ont gagné. Elles ont gagné parce que le législateur a donné le droit au gouvernement de donner des instructions aux juges. Donc la séparation des pouvoirs, on a oublié. Hein. Et cet été, le gouvernement est venu dire aux juges il faut prendre en compte dans l'indemnisation des emprunteurs le préjudice qu'ils ont vraiment eu. Or, le préjudice, souvent, il est faible. Ça peut être quelques milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros. C'est pas mal déjà. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais en réalité, on obtenait jusqu'ici des sanctions beaucoup plus importantes, qui étaient plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les banques peuvent continuer à se tromper. Les banques peuvent continuer volontairement à se tromper. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire si notre banquier nous met, notre courtier nous met en alerte? Oui, il faut aller renégocier. Il faut aller renégocier dans ce cas-là. Oui. Et on va voir un avocat aussi ou pas? Alors, vous me disiez que vous aviez été démarché par des entreprises qui proposaient de contester les taux d'intérêt et tout ça. Il y a de très bonnes entreprises et puis il y a des gens qui sont là juste pour faire du chiffre. Donc effectivement, aller voir un avocat, ça permet d'avoir un avis professionnel sur le sujet, et puis l'avocat, dans son réseau, il a les gens qui peuvent aller calculer ces taux d'intérêt, voir s'il y a une année lombarde ou il n'y a pas d'année lombarde, et vous dire surtout quelle va être l'indemnisation que le tribunal pourrait donner, accorder. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? D'accord. Et alors moi j'ai une petite question, est-ce que les prêts sont accessibles à tous? Vraiment, par exemple, moi j'ai un statut d'auto-entrepreneur, est-ce que je peux avoir accès à un prêt? Alors, pour votre entreprise et pour votre activité professionnelle ou pour votre... Non, par exemple, si je veux acheter un appartement à titre personnel. À titre personnel. Alors, oui, c'est accessible à tous. Ils n'ont pas le droit de discriminer. Mais maintenant, ils vont regarder votre situation patrimoniale. Donc, vos revenus et puis votre épargne. Et l'existence de biens immobiliers ou pas déjà dans votre patrimoine. Et c'est en fonction de ça que le banquier va accepter ou pas. Et certaines banques vont être très frileuses à prêter à des auto-entrepreneurs, par exemple. D'accord. Alors, si vous avez un projet d'achat, justement, Joséphine, eh bien, sachez que demain, à la Chambre des notaires de Nantes, ce sera la journée de l'immobilier. Des consultations juridiques sont gratuites sur rendez-vous. Vous pouvez encore vous inscrire aujourd'hui. Il y a 6 conférences thématiques sur acheter avec ses enfants, acheter en SCI, acheter à 2. L'investissement locatif et aussi tous les coûts liés à la vente. Donc ça peut être vraiment intéressant pour anticiper et préparer le projet. Ghislain, vous participez aussi à une opération qui s'appelle Avocoeur. Vous allez donner bénévolement des consultations pour les citoyens qui le souhaitent sur l'achat, mais toute autre thématique. Tout autre sujet, même l'entreprise. On pourra donner des consultations sur statut d'auto-entrepreneur ou une petite SARL. Qu'est-ce qui est préférable, par exemple. D'accord. Et alors, l'avantage, c'est que vous choisissez combien est-ce que vous donnez à l'avocat et cet argent-là est reversé à des associations. Et l'année dernière, 21 000 € ont été collectés. Donc, ça se passe le 4 et le 5 octobre de 10h à 18h à la Maison de l'Avocat à Nantes. Vous pouvez poser vos questions, faire un don, voilà, pour différentes associations. Bravo en tout cas pour cette initiative. Merci. Avocoeur.fr